Start recording. Et voilà. Donc, OK. Donc, je vais faire un new project dans ce cas-là et on va aller avec le Universal Render Pipeline et je vais l'appeler Test Phases. Et donc, évidemment, vous décidez... oh, ça existe déjà. Donc, Phases Learn. Et vous le mettez dans un dossier, évidemment. Comme d'habitude, là. Bon, c'est bon ici. Excellent. Et vous faites Create. Et là, à ce moment-là, Unity va démarrer le projet. Il va créer tous les dossiers. Donc, il faut savoir... Fail to resolve project template, fail to decompress, bon, tu vois, super. Ça commence bien. Ouais, exact. On commence déjà avec un blue screen. Attendez une seconde, je vais repartir ça. Bon, écoutez, je vais réinvestiguer, je vais partir de l'autre qui est dans pas le Universal Rendering Stuff. Et tout ce que je veux vous montrer, c'est que quand vous faites un projet Unity, il va vous créer plusieurs dossiers par défaut, évidemment. Donc, vous avez librairie, vous avez logs, package, project settings, temp et user settings. Et le plus important, asset. Donc, on va surtout travailler dans asset. Et asset, il ne vous met pas vraiment de dossier par défaut à part scenes. Mais évidemment, moi, généralement, on pourrait se faire même une template. Tu sais, moi, je vais mettre, mettons, models pour mes modèles. Je vais mettre textures. Et je vais mettre au moins un script de base et ainsi qu'un prefabs. Donc ça, c'est vraiment pas mal les dossiers que je vais avoir par défaut. Donc évidemment, ce dossier-là, ce dossier-là est créé. Et vous voyez que si j'arrive dans Unity, en bas, j'ai mon onglet Project. Et comme vous voyez, il y a la représentation de ces dossiers. Donc comme dans Unreal, comme dans tous ces logiciels-là, il faut se souvenir qu'on travaille avec des sources et que, contrairement à 3D Studio Max, quand on fait File Save As, on sauvegarde, dans le fond, dans notre scène ici, je vais l'appeler Test, S1 pour l'instant. Ce que je sauvegarde, c'est ce qu'il y a dans ma scène ici, et non pas mes sources. Toujours important de s'en souvenir, parce que quand on travaille dans 3D Studio Max, évidemment, si on sauvegarde, ça sauvegarde les modèles, mais évidemment, les textures sont référencées comme source à l'externe. Donc, en gros, tout ça pour dire que si je viens faire delete ici, exemple sur texture, il dit you cannot undo, et si je delete, ben je viens de deleter en fait ici carrément sur mon disque dur le dossier texture. Donc, faites attention de ne pas deleter des choses dans la partie project parce que c'est directement relié à vos fichiers sur le disque dur. Par contre, ici vous avez la hierarchy. La hierarchy représente ce qu'il y a dans votre scène. Donc évidemment, là ici, si je viens ajouter ici, exemple, un empty, vous voyez, ça s'ajoute là. Donc j'ai un empty game object. Si je le delete, ben c'est pas grave, c'est juste dans le projet Unity que je le delete. Et donc c'est dans ce que je sauvegarde dans Unity que ça fait une différence. Donc, en gros, ça ressemble dans Unreal. Unreal, ça s'appelle, allez-y, question du jour. Dans Unreal, la partie où on a accès à nos fichiers s'appelle le Content Browser. Voilà. Donc, c'est exactement le même principe que le Content Browser dans Unreal. Vous avez la console. Ça, c'est la console, on y reviendra. La console, c'est pour quand on fait compiler des scripts et des choses comme ça. Ça permet de voir les erreurs. Donc, quand on va faire un play, c'est là qu'on va le voir. Donc, le hierarchy, comme je vous disais, c'est tout ce qui a rapport avec votre scène, donc ce que vous êtes en train de créer. Comme vous voyez présentement, j'ai une caméra et j'ai un directional light. Et évidemment, on a le inspector à droite, qui est un peu le property editor, que quand je clique, on voit les options qu'il y a sur les différents objets. Et donc, évidemment, ce que j'aime beaucoup de Unity, c'est que c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'on appelle la programmation objet. Donc, chaque objet, et quand je dis objet, je ne veux pas dire géométrie 3D, il faut faire la différence. Quand je parle d'objet, je parle de tout simplement quelque chose qui existe dans mon univers. Donc, dans ce cas-ci, une caméra, qui est l'objet, contient plusieurs paramètres. Okay? Donc, ces paramètres-là, ou variables, peuvent être modifiés. On peut en ajouter, on peut en supprimer. On peut vraiment tout faire avec ça. Et donc, tout ce qu'on va ajouter sur un objet va se retrouver ici dans l'inspecteur. Et ce que je veux dire par là, c'est que par défaut, vu que nos objets sont créés dans un environnement 3D, vous allez voir qu'ils ont tous un transform.
Ben, d'abord, ils ont tous un nom. Ça ici, dans le fond, c'est ce qu'on pourrait appeler tout ce qui a rapport au labeling de votre objet. OK? Donc, vous avez l'icône, vous avez des couleurs possibles pour l'identifier, ainsi de suite. Et vous avez le nom, vous avez des tags et des layers. On reviendra à ça, mais en gros, la première partie, c'est la partie identification. Donc, tous les objets dans Unity ont un component. Okay? Ça ici, c'est tous des components, dans le fond. Ils ont tous, donc, par défaut, un component pour l'identifier. Ensuite de ça, ils vont tous avoir, s'ils se situent dans l'environnement, un component transform. Donc, évidemment, pour dire où il se trouve dans l'espace, position, rotation, scale. Ensuite de ça, il va avoir d'un objet à l'autre différents components. Donc, si je sélectionne la caméra, vous voyez ici, j'ai une section que je peux collapser, un component camera. Et ce component camera-là a plusieurs paramètres en dessous, des variables qu'on peut modifier. OK? Et donc, ce que j'ai aussi ici, un autre component, c'est un audio listener. Et donc, je pourrais venir ajouter d'autres components. Comment? En cliquant ici, en faisant Add Component. Et j'ai une liste de components possibles que je peux aller explorer. Donc, ça, c'est une façon de les ajouter. Il y a aussi, je pourrais drag and dropper ou venir ici dans Component et en ajouter quelques-uns. On va revenir à ça, mais sachez que quand vous créez des objets, vous pouvez aller justement ajouter des components, exemple pour ajouter des colliders, pour ajouter de la physique, etc. Donc, je vais faire un exemple. Je vais aller dans Game Object et je vais aller me rajouter un cube. Donc, vous allez voir, j'ajoute un cube ici. Il apparaît dans ma hiérarchie, bien sûr. Il n'est pas dans mon projet parce que ce n'est pas un fichier externe. Et vous voyez ici à droite, quand je le sélectionne, j'ai encore une fois le component d'identification, le component de transform, mais j'ai aussi un component qui s'appelle mesh filter, qui est en fait le mesh. Donc là, on parle de mesh, on parle donc de géométrie. Et donc, il me dit, ben, le mesh pour ça, c'est cube. Et donc, je pourrais venir cliquer ici sur le petit point qui est là, et je pourrais aller dire, ah ben moi, sais-tu quoi, je veux remplacer le mesh par un autre. OK? Donc, c'est extrêmement flexible, Unity, et c'est vraiment rapide de faire de la modification. Et un exemple de ça, c'est que si j'avais tout créé, plein de scripts, puis plein de choses, puis plein de components sur mon cube, et que finalement, je dis, ah merde, c'est pas un cube que je voulais, c'est une capsule, ben je pourrais aller juste ici et choisir capsule, et il va modifier, dans le fond, la variable mesh de mon component de capsule, mais il ne changera pas le reste. Donc ça, c'est extrêmement flexible au niveau d'Unity, extrêmement rapide à faire, extrêmement le fun, parce qu'on peut rapidement, sans être destructif, changer des composantes de nos objets. Donc, je vais revenir à un cube. Voilà. Et donc, j'ai un Mesh Render. Donc, le Mesh Render, c'est quoi? C'est le component qui permet, dans le fond, de faire que mon objet est visible à l'écran. Soit dit en passant, le raccourci pour aller sur un objet, c'est F. Je ne sais pas si c'est Unreal Studio F ou c'est Z. Oh, ouais, ok. C'est dans 3D Studio Max, c'est Z. Ouais, en tout cas, c'est fou, hein? À la longue, là, quand tu connais trop de logiciels, tu finis que tu fais juste te perdre dans toutes les shortcuts. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a dans un Mesh Render? Bon, on a le matériel, donc on a ici dans ce cas-ci, on a juste un Material Group, mais si je l'augmente à 4, j'aurai 4 Material Group. Donc encore là, quand vous exportez des objets, vos Material Group vont être ici. J'ai un Default Material dessus, et je pourrais aller en choisir d'autres, et en créer d'autres, on reviendra là-dessus plus tard. J'ai les effets de lighting, donc est-ce qu'il fait des shadows, est-ce qu'il les reçoit, est-ce qu'il contribue au Global Illumination, oui ou non. Si oui, est-ce que je veux utiliser des light maps ou des light probes. Donc, on peut aller activer ça. Après ça, on a tous les facteurs de probes, donc est-ce qu'on veut qu'il utilise les probes ou pas. Les probes, c'est ce qui est l'équivalent des Reflection Sphere, je pense, dans Unreal. C'est des Reflection Sphere que ça s'appelle? Ouais, mais c'est quoi le terme? C'est comment que ça s'appelle dans Unreal? C'est des Reflection Spheres. Ok, c'est ça. Donc, dans Unity, les Reflection Spheres s'appellent des probes. Donc, on va avoir des Reflection Probes et des Light Probes. Et les Light Probes, c'est comme pour les Light Mass. Dans Unreal, on a des Light Mass. Bon, ben dans Unity, on a appelé ça toutes des Light Probes ou des Reflection Probes.
pour représenter ça. Et on a des anchor overrides. On reviendra à ça aussi. En fait, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de ça. Je ne me rappelle même plus ce que ça fait. Je pense que c'est que tu peux déterminer qu'il y a un autre transform qui override les transforms de celui-ci. Mais je ne suis plus sûr. On peut avoir des motion vectors et du dynamic occlusion. Donc, c'est pas mal ça ici. Donc, les motion vectors, on peut s'en servir aussi pour créer des effets pour du motion blur, des choses comme ça. Donc, ça a pas mal rapport donc, à tout ce qu'il y a rendering dans Unity, se trouve dans Mesh Renderer. Et vous voyez aussi qu'on a un box collider. Donc, dans ce cas-ci, on a un collider qui existe, qui est en fait pour le système de physique. Okay? Et finalement, on a un component default material. Et dans le default material, ben, on a ici les différents paramètres. Et vous voyez que je ne peux pas le modifier. Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi je ne peux pas le modifier? Ouais, voilà. Le default material, c'est le matériel qu'on met par défaut. Et donc, c'est un matériel juste pour que tu le vois à l'écran. Donc, ils ne veulent pas que tu le modifies. Si tu veux modifier, tu dois créer un matériel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon Assets ici et je vais me créer un dossier. Je vais faire Create Folder. Donc, vous avez juste à peser le bouton droit et je vais faire Materials. OK? Donc, comme je vous dis, c'est assez simple. C'est comme un navigateur Windows et comme toujours, si c'est toujours le bouton droite, c'est pas mal un standard, c'est ce qu'on appelle le menu contextuel. Donc, si vous allez sur quelque chose, faites le bouton droite, ça vous dit tout ce que vous pouvez faire. OK? Donc, c'est vrai pour tout, là, à part peut-être dans la scène, bouton droite qui fait un pan de l'œil. Mais dès que vous êtes dans un menu, si vous faites le bouton droite, ça vous dit ce que vous pouvez faire avec. OK? Donc, j'ai fait un folder Materials. Donc, je vais aller dans Materials. Et vous allez voir dans Unity, évidemment, comme dans beaucoup de logiciels, on peut créer les choses de différentes façons. Donc, on pourrait aller dans les menus en haut, comme on retrouve à peu près tout, ou aussi utiliser le bouton droit. Et je peux faire Create. Et vous voyez ici, là, j'ai plein à faire. Je peux faire un script, un shader, bon, bla bla bla. Il y a plein de trucs. Je vais aller à Material. Et ça va me créer un nouveau matériel. Fait que je vais l'appeler celui-là test aussi, juste pour le fun. Et vous voyez, maintenant, j'ai un matériel dans mon folder matériel. Et donc, je pourrais aller me créer des tonnes de matériel ici. Et on va toutes les voir. Donc, Create, Material. Et ça, on va créer un autre. Et je peux aussi utiliser comme dans Windows, je peux faire CTRL-C ou CTRL-V, si je crois. Non, c'est CTRL-D, excusez. Duplicate. CTRL-D et ça m'en duplicate. OK? Donc, évidemment, ça peut être utile CTRL-D pour duplicate et non CTRL-C, CTRL-V. Ça va un petit peu plus vite. Et donc, je peux m'en créer plein comme ça. Et quand je les sélectionne, encore là, on les inspecte. Donc, je pourrais aller le changer de type de rendering mode, opaque, cutout, fade, transparent. Je peux aller changer l'albedo et donc choisir une couleur, mettre à semi-transparent avec l'alpha. Bon, je pourrais aller mettre métallique et tout ça. Et généralement, ça va être reflété ici dans ton matériel, ici en bas. Et je pense aussi, je me rappelle bien, il y a une façon de... Attendez. C'est comment qu'on fait déjà pour... Ah, c'est ici en bas. Donc, vous pouvez agrandir aussi ou réduire vos icônes si vous voulez. Donc, en plus bas, ça vient comme une liste détaillée. Et si vous zoomez comme ça à droite, ben là, ils deviennent plus gros. Donc, on les voit. Donc, ça revient un petit peu comme quand on travaille dans 3D Studio Max ou Maya avec les shader balls. Shader balls. Yes. Shaved shader balls. Donc, voilà. On les voit déjà. On voit déjà. Et on voit ici en bas aussi une représentation. Je peux l'agrandir comme ça si vous voulez le voir mieux. Ici en bas. Et donc, voilà, donc test est rouge, j'ai mis des différents, je mets plus métallique ou moins, smoothness aussi pour le... Ça, c'est la façon que le spéculaire va être adouci ou pas. Source métallique, albedo alpha, bref, il y a beaucoup à inspecter, mais ça ressemble pas mal à tout ce qu'on connaît déjà. Okay? Je peux même mettre que l'objet a une forme d'émission, je peux mettre des secondary maps. Donc, tout ça, c'est pas mal standard, ça se ressemble, OK? Et vous avez aussi, c'est vrai, en premier, vous avez un shader type. Donc, si vous voulez changer votre type de shader, vous pouvez aller voir ici. Il y en a un paquet. On va, je crois, utiliser les standards, mais encore là, je laisse pas mal Yann la responsabilité d'aller faire un petit peu de recherche par la suite pour déterminer justement avec l'histoire voyons, le terme ne revient pas là, de rendering, comment il appelle ça, standard? Non. Le URP, merci. Donc, d'aller voir avec le URP, il va falloir que tu fasses un petit peu de recherche pour savoir quelle est exactement la méthode pour travailler avec le URP. Si on peut utiliser des standard materials ou s'il faut utiliser autre chose.
Bref, il y a sûrement quelque petite chose à aller checker. Mais donc, vous voyez aussi, il y a des shaders de UI, comme exemple Unlit ou des choses comme ça qui vont permettre d'avoir un matériel constant. Okay? Donc, on va chercher ces shaders ici. Donc, je vais retourner dans le standard. Et donc, un shader, évidemment, comme vous le savez déjà, va changer le type de paramètres qu'on va avoir. Donc, dépendamment du shader, on va avoir certains paramètres ou non. Donc, évidemment, dans Unity, on peut aller plugger des choses. Donc, vous voyez qu'il y a un petit carré ici. Donc, on pourrait aller plugger, exemple, dans le métallique, une texture ou dans la normal. Et donc, ce que vous voulez faire, c'est aller cliquer dessus. Je pense qu'il faut cliquer pas sur la petite boîte, mais sur le petit point à côté ou sur le mot lui-même, je pense. Non, juste le petit point. OK, on clique sur le point et on peut aller sélectionner une image et l'appliquer dessus. Donc, vous voyez, j'ai mis un espèce de fade dans Normal Map. Et donc, bingo, je me ramasse avec un truc. Et c'est pas mal simple, la façon de travailler au niveau des points de connexion. C'est toujours la même chose. Si je clique là-dessus et que je mets, mettons, quelque chose au hasard, OK, et que je ne le veux plus, je vais cliquer et je vais juste taper None. Et je vais aller sélectionner le None et ça va le mettre vide. Vous pouvez aussi drag and drop si c'est compatible dedans. Là, évidemment, je ne peux pas drag and dropper un matériel dans un 8 map. Mais si j'ai des textures, et je vais en chercher une tout de suite sur Internet. Tiens, normal map. Et je vais aller chercher une image, peu importe quoi. Excuse-moi? Ouais. Oups, pardon. Ouais, exact. Excuse-moi, c'est moi qui a cliqué ailleurs. Là. Donc oui, en effet, si je clique ici et que je clique sur ça, ça m'amène où se trouve la normal map. Mais dans ce cas-ci, c'est dans les basic assets de Unity. Mais je vais aller voir si je peux quand même. Bon, je peux-tu drag and drop? Non, pas directement d'un browser. Ça, je trouve toujours ça dommage. Je vais faire enregistrer l'image sous. Et je vais aller dans Face Showroom, Unity, Test, et je vais le mettre dans Assets. Et je vais le mettre dans Textures. Fait que voilà. Donc, j'ai sauvegardé ça. Et là, si je vais dans Textures, maintenant, j'ai une Normal Map. Donc, encore là, vous voyez, si je la clique, je peux l'inspecter. Ça me dit que c'est une default. Ben, je pourrais ici la mettre à Normal Map, mais je crois, juste pour le fun, si je me rappelle bien, si je la drag and drop sur mon matériel. Et donc, un petit truc, si vous voulez que quelque chose ne bouge pas ici dans l'inspecteur, vous pouvez mettre le cadenas comme ça ici. Et donc, si je vais après dans la texture et que je clique sur la texture, ça updatera pas l'inspecteur. Donc, je vais la drag and drop ici dans Normal Map. Et vous voyez ici écrit un petit message, This texture is not marked as normal map. Et si je fais Fix Now, il va l'arranger. Donc maintenant, si je vais dessus et que je update mon inspecteur, vous voyez qu'il l'a mis à Normal Map. Donc ici, je pourrais ajuster bien des choses comme le max size et tout ça, c'est des choses qu'on va updater. Vous voyez, vous pouvez le faire aussi dépendamment de la plateforme. Donc je pourrais dire Override for WebGL et je pourrais dire, ben non, mets-moi la plus petite parce que ça va prendre trop de place en mémoire. Et donc, oh, il y a un crash. Qui a crash? Est-ce que tout le monde est là? C'est qui a crashé? Ah, parfait. Ok, parfait. Ben, de toute façon, comme je disais, j'enregistre de toute façon avec OBS, fait que vous allez pouvoir le réécouter par après si jamais vous ne vous souvenez pas. Et donc, c'est ça. Comme je disais, on peut aller modifier par défaut, il y a une compression ici, mais je pourrais aller changer en fonction de la plateforme sur laquelle je veux publier. Non, merci, je ne le veux pas. Bon. Donc, comme je retourne ici sur mon cube, comme je disais, ici, j'ai mon Mesh Render avec mon Default Material. Je pourrais cliquer sur le petit point et aller en chercher un autre. Ou je pourrais tout simplement, bon, j'en ai fait un test, mais je pourrais aussi aller dans Material ici et le drag and dropper dessus. OK? Donc, est-ce que tout le monde était est-ce que ce que j'explique là, tout le monde était familier avec ça? Ou plus ou moins?
OK. Donc, en gros, je vous montre surtout les fonctionnalités générales, tu sais, de comment vous débrouiller avec Unity, parce qu'une fois que vous avez compris la logique derrière, ben, vous allez comprendre que c'est pas mal la même chose tout le temps. Donc, pourquoi je disais ça? Ben là, évidemment, j'ai ici mon cube de sectionné et j'ai mon matériel qui est appliqué dessus, qui est dans le fond, il se le dit ici, le test material. Et pour le changer, il faut que je vienne dans mon mesh renderer ici pour dire lequel que je veux. Comme disait Yann, si je clique dessus, ça me l'identifie et me le trouve dans les dossiers. D'ailleurs, au niveau de la navigation, il y a des petits trucs intéressants à savoir. Quand vous faites le bouton droite comme ça, ben en fait, ça serait plus facile avec un modèle, là, mais vous pouvez faire Select Dependencies et en général, il peut vous afficher s'il y a des dépendances. Donc, je vais aller voir ici si je fais Find. Find Reference in Scene aussi, c'est très pratique. Donc, si vous l'avez dans votre scène, il va vous le trouver. Donc, vous voyez, il me l'isole. Il dit, OK, garde, tu l'as ici sur ton cube. Et c'est une bonne façon de retrouver les choses dans votre scène. Donc, si vous utilisez, mettons, un modèle 3D et il est où dans ma scène, bien, vous pouvez faire ça et savoir s'il est utilisé ou non. Select Dependencies, généralement, ça va vous montrer les dépendances qu'il y a avec autre chose, mais semble-t-il que pour les matériaux, il ne te montre pas ta dépendance avec ta texture, ce qui est quand même dommage. Alright, donc ceci étant dit, pourquoi j'explique tout ça, c'est que quand vous cliquez sur un objet, vous avez tous ces components et vous pourrez en ajouter d'autres. Donc ici, exemple, j'ai un Box Collider et vous avez toujours aussi, ou dans la grande majorité du temps, la possibilité de juste le toggler on ou off. Donc, exemple, si je veux toggler mon cube off, ben, je fais juste cliquer ici et il se désactive. Il n'est pas détruit, il est plus actif. Il y a quelque chose dans Unreal aussi qui existe au niveau acteur. Ça s'appelle Toggle Actor, c'est ça? Écoute, je me rappelle plus des termes. C'est comme je ne les ai pas devant les yeux, mais il y a une façon dans Unreal, au lieu de déliter l'objet, de le toggler comme ça. Et évidemment, en scripting, on va se servir souvent de ça. Hein? Mettons que je veux juste cacher un objet dans la scène, cacher une lumière parce que j'ouvre un interrupteur ou le ferme. Ben, tu sais, je vais utiliser ça parce que si je le délite, ben après ça, je ne peux plus le ramener. Et sinon, ben, je pourrais vous dire, ben, je ne veux pas de box collider, je pourrais le turn it off, turn it on. Donc, les active switch dans Unity, c'est vraiment une façon rapide d'arriver à des résultats. On sert de ça assez souvent pour arriver à des résultats. En togglant, c'est rapide, ça ne demande pas beaucoup de scripting. On toggle des components et comme ça, on peut changer le behavior assez rapidement. Donc, même chose aussi, on peut faire des variables et brancher des paramètres des components et les toggler de la même façon. Donc, exemple, là j'ai un box collider, mais je pourrais aller dire je veux ajouter quelque chose au niveau de la physique. Donc, je vais faire Add Component. Et vous voyez ici, j'ai box collider, tout ça. Et je pourrais aller ajouter autre chose. Donc, un fix joint et ou un rigid body. Et vous voyez maintenant, point, j'ai un rigid body qui s'est ajouté dans ma liste de components. Et maintenant, je peux aller dire, ah, ben là, c'est un rigid body. Et pendant que si je fais play, il va vraiment foutre le camp. Voilà. Donc, maintenant qu'il y a un rigid body, mon objet tombe. Donc, encore là, je peux changer les paramètres. Si je mets kinématique, en principe, il va être pinned on place. Et si j'enlève kinématique, il tombe. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis qui est le fun de Unity. C'est facile. Tu fais play, ça se passe. Pendant que ça play, tu veux tester quelque chose, tu le changes. Oups, tu sais, c'est un auto-update. Donc, ça, c'est vraiment la partie le fun. Beaucoup que j'aime au niveau prototypage et au niveau travail dans Unity, c'est que tu peux hit play, puis tu peux changer plein de trucs en temps réel, puis voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est un gros avantage de travailler au niveau workflow. Donc voilà. Donc en général, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'il faut apprendre un petit peu comment setuper les choses. Mais en général, vous allez toujours ajouter des components sur vos trucs, dépendamment de ce que vous voulez qu'ils fassent. OK? Ou, évidemment, comme je vous disais, il y aurait moyen aussi d'aller chercher ici. Exemple physics. Vous voyez, rigid body, il est là. J'aurais pu l'ajouter par là. Et là, si je fais ça, il va me dire, regarde, il y en a déjà un. Donc, tu ne peux pas l'ajouter. Si je viens ici et que je fais bouton droit dessus, je peux faire Remove Component. Ça l'enlève. Je fais Component, Physics, Rigid Body, il me le rajoute. Donc, ça va pour ça, l'inspecteur, les objets, les components, ce principe-là, c'est simple, ça va? Alright. Phil, il dort. Phil, il joue à Hearthstone. Alright. Fait que Yann, ça va aussi? Alright.
OK, donc pour la suite, maintenant, comment on importe des trucs dans Unity? Ben, c'est super simple. En fait, si vous allez dans votre projet, attendez, je l'ai ici. C'est dans Humanize que vous m'envoyez, Face Humanize, Assets, donc FBX. Bon, donc je vais aller prendre n'importe quoi là-dedans. Tiens, un kiosque, je sais pas, Light, je prends n'importe quoi, là, je sais pas. Donc, je vais juste drag and dropper ici directement dans mon projet et il va l'importer. Donc, vous voyez maintenant, j'ai un objet. Et même chose, quand je l'amène, je clique dessus et vous voyez ici que ça me dit que c'est un modèle. Il y a un scale factor, convert units. Ça, généralement, ça dépend de comment vous travaillez, mais ça se peut que si vous ne laissez pas le convert units on, il va utiliser le scale que vous avez exporté avec votre fichier. Fait que si vous n'avez pas seté votre scale proprement dans votre logiciel 3D, ben, ça risque de faire des problèmes. Donc moi, en général, je le laisse là. Mais des fois, si vous amenez votre objet dans votre scène, puis vous faites comme « Ah, on le voit pas ben c'est peut-être parce que votre scale, quand vous cliquez sur l'objet comme ça, n'est pas correct. Donc, il y a toujours moyen de moyenner. Si mon scale ne fonctionne pas, je peux faire 100. Faut que je fasse apply toujours, faites apply après, et boum, vous voyez maintenant, il me l'a grandi. OK? Je vais le remettre à 10 pour l'instant pour qu'on le voit bien là, dans la scène. Apply. Donc voilà. Et vous voyez qu'ici aussi, il est dans la scène. Ici, flat round, il se situe là. Et je l'ai dans un prefab en fait ici. Donc si je clique ici, ouais. Bonne question. Écoute, c'est une très bonne question. Il faudra vérifier ou tester. Parce que dans les projets Unity que j'ai faits, ça n'a jamais été une préoccupation. Dans l'Archviz, oui, mais on utilise Unreal. Fait que, à vrai dire, j'ai pas la réponse, mais c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Nous, tout ce qu'on faisait en général, c'est qu'on faisait tout in scale dans le logiciel 3D et on importait dans Unity avec le Convert Units. Et au pire, on appliquait un scale factor à tout si on trouvait que c'était trop petit. Mais ça serait un bon test à checker. Donc, évidemment, vous pouvez importer les blend shapes, la visibility, s'il y a des caméras. Et vous voyez que c'est ça aussi. Vous voyez ici que c'est comme un container qui contient plusieurs choses. Donc, si j'ai une petite flèche ici, si je clique, je vois que j'ai plusieurs éléments qui composent cet objet-là. Bon, là, dans ce cas-ci, il y a deux matériaux qu'on se sac pas mal. Et il y a la géométrie wireframe. Et ici, ça, c'est le mesh filter avec le render. OK, ben bref. Donc, il y a beaucoup d'informations. Je ne sais pas si on peut. C'est une bonne question que tu poses là, même si tu ne l'as pas posé. Je ne sais pas, je pense pas qu'on peut déliter des subcomponents une fois qu'on l'a importé. Non. OK. Fait que donc, voilà. Fait que faut s'assurer idéalement que ces objets soient clean quand on les importe. Mais de toute façon, il y a des façons de faire des overrides. Donc, si je reviens ici, t'avais-tu une question? Donc, encore là, c'est comme on voit, c'est comme tout un paquet de trucs. Je pourrais dire importer caméra, lights, etc. Preserve hierarchy s'il y en a. Donc, on peut évidemment importer pas juste un mesh, on peut importer des objets en structure. Il va le comprendre. On peut faire du mesh compression, on peut faire plusieurs options, optimize mesh, everything. Il y a une affaire aussi, je pourrais générer automatiquement des colliders, garder en quad. C'est toutes des petites options plus ou moins importantes. La seule chose qui est importante, c'est ici les normals. Donc vous voyez là, j'ai importé les normals du fichier qui semblent être inversés. Hein? On s'entend que. Attendez, c'est quoi mon bouton déjà pour. Ah, je suis tout mélangé de logiciels là. OK, OK. Alt. Alt avec bouton de gauche. Ah, OK. Ah, OK, OK. Fait que dans le fond, elle irait de l'autre bord. OK. OK, je comprends. C'est beau. C'est pas que je pensais que les normales étaient inversées. Mais ça me donnait une bonne excuse pour expliquer quelque chose. Fait que c'est pas grave. Mais donc, quand vous utilisez Alt et bouton de. Attendez. Mon ordi, des fois, il fait des petits lags. Est-ce que vous m'entendez encore? Ouais. OK. Donc, vos flèches, évidemment, font panner. Le flash sur le keyboard, moi, j'ai juste ma souris. Là. Vous pouvez déplacer votre caméra avec ça. Mais sinon, vous faites Alt et je comprends qu'il me bug. D'habitude, tu te fais. C'est parce que je suis pas en mode. J'ai-tu locké down quelque chose?
Hmm. Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi je suis comme locké sur la main? J'ai-tu bugué le logiciel? OK. Bon, j'ai fait une play, il était comme barré sur la main, il est revenu. Donc, Alt, si vous tenez la touche Alt et bouton de gauche, c'est votre orbite. Si vous faites Alt et bouton du milieu, c'est le Hand Tool. Et si vous faites Alt et le bouton de droite, c'est la loupe. Donc, c'est Alt pour la navigation de la caméra. OK? Euh, Clic droit, oui, exact, merci. Ouais, c'est plus ce qui revient aux flèches de tantôt. Si vous faites les flèches sur votre keyboard, ça fait aussi la même chose. Donc, oui. Oui. Non, moi je te dirais que c'est correct, ça fonctionne, mais moi personnellement, en termes d'optimisation, t'es toujours mieux de faire, autant dans Unreal que Unity, t'es toujours mieux de faire tes propres colliders. Une raison est simple, c'est que ça va être 10 fois plus optimisé en termes de performance, parce que tout ce qui est concave ou convexe, là, écoute, ça alourdit énormément. Puis là, vu qu'on s'en va en web, on veut garder ça très très simple. D'ailleurs, ça, si tu vois, tu viens de me faire penser comment les colliders sont handlés en web. Il faudrait faire des tests pour s'assurer qu'on n'a pas de bug à ce niveau-là. Oui. Euh, Mon Dieu, si je me souviens bien, ce que tu pourrais te faire, c'est carrément. Attends une minute. Si tu vas dans ton objet, quand tu crées ton component collider, donc si je fais ici Add Component et que je vais dans Physics, je vais aller chercher un Mesh Collider, comme ça ici. Et tu vois, je peux aller dire ici Mesh et je clique. Mais là, regarde, je vais aller chercher n'importe quoi là, pour que tu le vois, là, mais mettons, tiens, je pourrais même chercher le mesh qu'on a importé. Donc, je vais utiliser ça. Et là, tu vois, il va utiliser ça. Et là c'est là où tu peux dire convexe ou pas. Et bon, tu peux aussi changer les méthodes de trigger tout ça. Mais donc, de façon générale, tu ajoutes un component ici et tu vas t'ajouter tes géométries dans tes modèles ou tu crées carrément un autre folder que tu vas appeler Colliders. Fait que c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, une bonne façon aussi, encore là, au niveau structure de travail, c'est d'essayer de créer des colliders simplifiés puis relativement universels. Donc, mettons, tu as des kiosques là, complexes, mais tu as juste, dans le fond, ils rentrent dans un cube, ben, tu mets un collider de cube. Ça va être moins compliqué à calculer. Donc, je reviens ici pour modèle. Aussi, l'autre affaire, les normals. Donc, quand vous faites import, il va importer vos normals. Il arrive qu'ils aient des problèmes. Si vous avez des problèmes avec vos normales et que ça ne réagit pas bien, vous pouvez dire calculate et il va aller recalculer lui-même les normales. Donc, des fois, c'est rare, mais il arrive qu'il y a des objets qu'on importe et qui sont, comme on dit, voyons, les normales sont buggées. Parce qu'il y a certains logiciels comme Softimage qui font vraiment beaucoup d'opérations avec les normals. Là, tu peux faire des hard edge, puis des blend edge, puis en tout cas, il y a plein d'affaires. Fait que des fois, ça screw un peu à patente. Fait que tu peux venir dire ici calculer. Mais la majorité du temps, encore là, par défaut, ça fonctionne. Smoothing angle, ça, je sais pas si vous êtes familier avec ça. Bon, ça n'a même pas l'air à fonctionner dans ce cas-ci. C'est bien bizarre. Ah, faut que je fasse apply. Non, ça fait même pas de différence. Bon, en tout cas, les smoothing angles, d'habitude, c'est comme dans le logiciel, un autre qui appelle ça différemment. Là, dans 3D Studio Max, c'est tes smoothing groups, je pense. Dans Softimage, ça s'appelle je me rappelle plus. Geometry Approximation Angles. En tout cas, en gros, c'est pour tes angles ici, de tes normales, tes angles soient edgy ou pas. Mais ça n'a même pas l'air de faire une différence, mais d'habitude, c'est supposé. En tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose que j'oublie. Prefer Hein? Ah, ok, oui, exact. Puis peut-être qu'il faut changer ici from angle, tu sais, genre quelque chose dans le genre, je me rappelle plus, mais from smoothing groups.
En tout cas. Prefer Smoothing Groups. Prefer Smoothing Groups, il donne. Mais ouais, peut-être que si tu as mis des Hard Edge, en effet, il ne me permettra pas de le changer. Bref, mais tu sais, c'est toutes des petites choses en général que tu peux setter dans ton logiciel 3D, anyways. Fait que tu sais, c'est toutes des petites options gentilles là, qu'ils font, là. Mais tu sais, généralement, on touche pas ben à ça. Et donc, on voit aussi une affaire Imported Object. Oui, je t'écoute. Euh, Ouais, encore là, c'est loin. La dernière fois, j'ai fait ça, mais Lightmap, parce qu'il est, tu sais, comme en général, tu vas le faire après dans tes settings quand tu vas renderer, puis tu vas dire des generated. Mais si tu les fais externes, euh, oui. Me semble que oui. Comment, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais attends une minute, check bien ça. Souvent, on va aller voir. Light Pro Group, Light Pro, non, ça devrait être dans l'objet lui-même. Attends une minute. Et ici, tu vois, j'ai deux mesh renderers avec des Lambert Material. Moi, j'aurais tendance à ne pas utiliser ça. Et je vais juste aller voir si je suis capable de. Ouais, exact. Fait que tu vois, ici, j'ai déjà deux, mais je n'utiliserai pas ceux-là. J'irai chercher, tu sais, dans ma scène, ceux que j'ai fait. N'utilisez pas des matériels externes, ça risque de bugger ou de ne pas sortir comme il faut. Fait que c'est pas grave. Là, tu vois, il y a deux groupes, c'est parfait. Dans tes matériaux, tu en as deux. Fait que je sais pas si c'est parce que tu voulais comme faire une partie différente de couleur, mais c'est excellent. Donc, faites juste refaire vos matériaux dans. Il faut tout refaire les matériels dans Unity. D'ailleurs, ça aussi, Yann, si tu veux aller checker, je sais que je vais aller ouvrir Windows Asset Store. Je vais essayer de voir si. Faut que je fasse search. Hein? Pourquoi il ne me l'a plus là-dedans? Ah! Vous l'aviez-vous, l'Asset Store? Dans Unity? Pas sur la nouvelle version, il l'a enlevé. Bon. Ok, ben, en tout cas, il faudrait peut-être aller voir s'il n'y a pas comme des material presets, tu sais. Ça peut être intéressant des fois de. Tu sais, c'est ça là. Ça, c'est un exemple là. Tu sais, des fois, au lieu de niaiser à les faire toi-même. Mais de toute façon, utilisez-vous Substance, vous autres? Eh mon Dieu. Moi, c'est sûr. Moi, c'est sûr que Substance, je ne jure que par ça, là. Mais tu sais, regarde, comme je te dis, tu vas sur le Unity Store, tu vois, t'en as déjà, là. Real Materials free, c'est gratuit. Fait que, on pourrait déjà se faire un projet, puis downloader ça. C'est comme au lieu de faire nous-mêmes nos. Fait qu'il y a lui qui est gratuit, il y a Wooden Floors qui est gratuit. Ils sont pas toujours super nice, mais pour arriver rapidement à des bons résultats, écoute, sérieux, ça vaut la peine. Là. Tu te casses pas le biscuit, là, il y en a beaucoup, puis ça vaut la peine au départ, puis on pourrait être tweaké par après. Mais je vous dirais qu'on devrait utiliser ceux-là. Puis oui, t'en as d'autres. Metal, ça serait bon comme pas mal. Ceux-là sont moins beaux, là. Mais les downloader. Mais oui, Substance, moi je vous dirais, ça serait vraiment bien intégré dans le travail parce que tu peux. C'est tellement nice, tu peux tout faire avec ça, puis t'output après ta texture, t'output tes matériaux, puis that's it, that's all, puis it's marvelous. Moi j'aime beaucoup ça. Là. Par contre, j'ai pas fait de test d'intégration de Substance dans Unity, j'ai fait juste des tests dans Unreal d'utiliser Substance avec Unreal. Fait que j'imagine que ça doit être relativement facile aussi. Là. Il y en a qui ont déjà travaillé avec Substance ici? Ouais. Bon, tu vois, je regarde ici. Bon, tu vois, ben, peut-être que ça prendrait ça. Substance. Fil aussi? Cool. C'est ça. Exact. Puis tu sais, mais c'est parce que me semble Substance Painter, quand tu l'utilises, par contre, si tu fais des matériaux, je me rappelle plus comment ça fonctionne, si tu peux les exporter pour Unity. Mais regarde, de toute façon, je suis en train de voir ici, tu vois. Substance to Materials Converter, 1099. Si on a besoin, si jamais on voit que ça marche pas, tu vois, convert any of your Substar Substance Archive to Static Materials for Unity. Fait que tu sais, c'est ce que j'aime beaucoup de Unity. C'est pour ça que je vous dis, le réflexe de l'Asset Store de Unity, là, c'est vraiment quelque chose, je sais pas, avec Unreal, je fais jamais ça à peu près.
Unity, tu es comme, OK, ouais, j'aurais besoin d'un camera controller. Tu commences à programmer, tu fais, attends une minute. Là, tu fais camera controller, puis bang, ils vont te sortir des affaires, puis tu fais comme, bon, ben, regarde, donc, il existe déjà. 35$. On s'entend qu'au lieu que je passe la journée là-dessus, bingo, je vais le downloader. Et des fois, il y en a même des gratuits que tu peux trouver. Et ben, tu sais, des fois, il n'y a pas tout ce que tu veux, mais il y a l'ensemble. Fait que tu fais juste changer 3-4 lignes de code, puis tu y arrives. Fait que sérieusement, là, je vous dis, l'Asset Store, là, c'est comme, en tout cas, avec Unity, c'est quelque chose que je me sers tout le temps. Donc oui, je vous conseille d'utiliser Substance Painter tout au moins pour faire les textures, tout ça. Mais comme je dis aussi, ça peut être le fun d'aller chercher des packages et de les downloader. Elle est contente. Good. Fait que voilà. Fait que donc ça c'était la base comme je vous disais. Maintenant, en général aussi, essayez d'exporter vos FBX. Quand vous faites vos exports d'FBX, moi je vous dis, il y a des options. Toggler tout à off sauf le mesh. Okay? Enlever les lights, enlever les materials, enlever les textures, on veut rien. Parce que travailler dans Maya, on veut rien garder. Donc Maya va devenir votre modeling tool avec, mettons, ZBrush si vous avez besoin. Ça va devenir votre UV Mapper, mettons encore là avec d'autres tools si vous en avez. Mais une fois que vous avez votre modèle de fait et vos UVs de fait, vous exportez, vous enlevez toutes les toggle off, les camera toggle off material, puis vous importez ça dans Unity ou dans Substance. Vous travaillez vos trucs et on fait tout l'aspect rendering va se faire dans Unity. Donc tous les matériaux vont se faire dans Unity, toutes les textures qu'on va appliquer vont se faire dans Unity et on peut créer ces textures-là dans Painter, Substance Painter ou Photoshop ou whatever ce que vous utilisez. Fait que ça va pour le workflow dans le fond. Alright. Fait qu'en principe, quand vous allez ouvrir dans Models, vous n'allez pas avoir ça. Vous n'allez pas avoir Lambert, vous n'allez pas avoir Lambert 2. Vous allez avoir juste votre mesh, puis vous allez avoir votre peut-être le mesh render ici, et c'est tout. Vous n'aurez pas plein d'autres gugus. Mais de toute façon, c'est pas grave ce qui est écrit, comme je dis, c'est pas dramatique. Donc voilà, fait que donc j'ai ajouté mon modèle dans ma scène, mon modèle est ici, et vous voyez aussi au niveau de la structure, je suis curieux, je vais juste unparenter. Voilà. Donc je vous montre quelque chose tout de suite à l'instant. Donc là ici, vous voyez, j'ai les petites boîtes wireframe, puis j'ai une petite boîte bleue au-dessus. Donc vous voyez, c'est comme en bleu, mais ça veut dire que c'est un prefab. Les notions de prefab, c'est super important dans Unity. Un prefab, en gros, c'est l'équivalent comme un genre de package, c'est quelque chose dans lequel on a statué sur des paramètres et qu'on peut instancier facilement. Donc, un prefab n'a pas besoin d'être dans votre scène. Okay? Il n'a pas besoin d'être ici. Donc, il existe à l'extérieur. Et c'est pour ça que généralement, on va avoir un dossier prefab. Je vais vous donner un exemple. Okay? Mettons, je crée un GameObject empty, okay, qui est, dans le fond, juste un nul. Okay? Et là, il s'appelle GameObject. Et je vais l'appeler, mettons, je vais le renommer ici. Oups. Et je vais l'appeler Missile. Okay? Et là, mettons, je vais cacher l'autre ici, je vais juste le cacher. Ben, je pourrais le cacher de deux façons. Je peux ici aller cliquer visibilité ou je peux l'enlever de l'actif. Moi, je suis habitué avec l'actif. Donc, je vais aller sur mon Missile. OK? Et là, je vais dire GameObject, Create Empty. Non, pardon. GameObject, 3D Object. Et je vais faire, mettons, un cylindre, comme ça. Et je vais sacrer mon cylindre sous mon Empty, GameObject. Et je vais renommer mon cylindre, mettons, Body. OK? Et je vais aller créer un autre GameObject, 3D Object, et mettons Capsule, et je vais la déplacer vers le haut, comme ça. Et mettons, celle-là, je vais apparenter aussi. Comme je vous dis, ça ne sera pas très esthétique. Et celle-là, je vais l'appeler, mettons, Tip. OK? Et, mettons, je pourrais même l'éloigner une petite affaire plus. Bingo. Comme ça. Et le but ici, c'est de vous montrer les prefabs. Et mettons, 3D Object, je vais aller mettre un cube, bon, en bas. Bon, peu importe. Okay? C'est un drôle de missile, là, ça a l'air plus d'une torpille. Fait que je mets mon cube dedans, comme ça, et je vais mettre ici, mettons, motor. OK? Bon. Fait que c'est une. Ouais, c'est pas un missile, c'est une torpedo. OK? Donc, ce torpedo-là, évidemment, ben, mon bateau, il peut en lancer 50. Et il n'y en aura pas juste une que je veux lancer. À chaque fois que je tire avec mon bateau, je veux que ce torpedo-là, elle sorte du devant, puis qu'elle s'en aille, qu'elle détruise des affaires. Mais donc, si je veux tirer à volonté, je ne vais pas faire CTRL-D ici puis me préparer 50 torpedos. Okay? Je pourrais, là,
mais c'est pas une bonne façon de travailler. OK? Ça serait un peu stupide. Fait que ce que tu vas faire, tu vas créer un prefab. Pour créer un prefab, tout ce que tu fais, c'est que tu glisses ton truc de ta scène dans tes assets. Et là, moi, j'aime ça créer un dossier prefab pour que ça soit clean. Et vous allez voir maintenant, boum, dans mes prefabs, j'ai une torpedo, qui est un ensemble d'objets et qui correspond ici à cela. Okay, à ce qui est là. Et vous avez vu maintenant, c'est un cube bleu. Et dedans, il y a des objets 3D qui créent ma torpedo. Je peux évidemment modifier. Il y a deux façons de modifier mon prefab. Mais généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous voyez une petite flèche ici, là. Je vais cliquer sur la petite flèche comme ça et ça va ouvrir, isoler le prefab. Et là, je peux venir modifier mon prefab. OK? Mettons, je le veux plus court comme ça. Et vous voyez qu'en bas, ça s'update. Vous voyez ici en bas? Oups, si je le détache. Fait que donc là, je suis en train de modifier mon prefab et je le change dans la source et je garde le lien. OK? Donc, si je reviens après, ben, j'ai un nouveau prefab, il a été modifié et maintenant, si je l'instancie, il va être comme ce nouveau prefab-là. Faites attention, parce que si vous venez modifier quelque chose dans le genre, il dit, attends une minute, là. Là, tu essaies de modifier le prefab en dehors du prefab mode. Tu vas détruire le lien. OK? Donc, faites pas ça. Si vous voulez modifier un prefab, soyez sûr de faire la petite flèche ou, comme là, c'est ça, je pense qu'il me proposait d'open prefab et de faire des modifications. OK? Donc, il faut toujours aller en mode prefab pour modifier les prefabs pour s'assurer de ne pas les détruire, pour ne pas briser le lien avec le prefab qui est dans nos folders de travail. Donc, les prefabs, ça va servir, comme je vous dis, à plein de trucs, surtout pour instancier des prefabs. Donc, en général, quand on travaille, ce qu'on va aller mettre dans notre scène ici, comme en noir, ça va être notre scène elle-même, notre level. Okay? Donc, tout ce qui est level, on va le sacrer direct dans notre scène parce qu'on est comme, ben oui, c'est correct, il y a un poteau qui est là, on n'a pas besoin, si on n'a pas besoin d'interagir avec, surtout, c'est straightforward. Mais dès qu'on va commencer à faire d'autres types d'éléments comme un character, un véhicule, un missile, un gun, des props, tout ça, on va souvent faire des prefabs pour pouvoir les générer au besoin. Fait que ça, oui? Excuse-moi, quand tu right-click sur le prefab ici en bas? Puis là, un prefab variant. OK, ça va te créer un nouveau. Écoute, une bonne question. Je déduis. Moi, si je me souviens, c'est que ça va te créer une variante de un autre prefab basé sur. C'est comme si tu dupliquais. C'est comme si tu clonais ton prefab. Voilà. C'est que tu clones ton prefab. Parce que sinon, si tu le dupliques, c'est une instantiation. Est-ce que vous connaissez les termes instanciés et clonés pour vous, c'est clair? Ouais, exact. C'est ça, exactement. Donc, quand tu fais ça ici, que tu fais, c'était quoi déjà, create, et que tu fais prefab variant, c'est que ça duplique ton prefab, mais ça le clone pour en créer un nouveau. Donc, tu peux faire, mettons, tu te fais une torpille de base, tu la trouves vraiment nice, mais là, tu en dis, ouais, mais je voudrais en faire une avec un petit peu plus courte. Ben, en faisant ça maintenant, si je fais open prefab, je peux venir modifier, dans le fond, ce prefab-là. Et vous allez voir que ça va pas modifier l'autre. Donc, c'est juste pour faire des variantes. En gros, si tu as fait un modèle de prefab que tu aimes, puis tu veux créer d'autres déclinaisons, ben, tu vas utiliser Create c'est Prefab Variant. Avant, ce qu'on faisait, puis c'était un peu cheat, moi, c'est quand tu faisais ça, tu faisais CTRL-D. Puis là, tu vois, en faisant ça, justement, je vous donne un exemple, j'ai fait CTRL-D. Ça, c'est une instance. OK? C'est exactement la même. Fait que si je change le prefab, mettons, je vais changer le cube, tiens, on va le mettre au milieu. Mais vous allez voir, surtout dans ma scène, les deux ont été modifiés. Parce que les deux font référence au prefab torpedo. OK? Mais là, ce qu'on faisait, nous autres, avant, généralement, c'est qu'on allait faire un break. Mettons, on faisait ça. Non, excusez. Je veux pas open break. Avant, on faisait un break, on sortait, mettons, un objet. On faisait pas un. En tout cas, on brisait le lien à la prefab.
on modifiait ce qu'on avait besoin, puis on la refoutait d'un prefab, ça nous faisait une instance, un clone. Mais bon, à cette heure, ils ont implémenté ça. Si je vais ici, puis je fais CTRL-D, là, je pense que, je ne sais pas si quand tu fais CTRL-D, il fait Create Prefab Variant ou s'il fait le même. On va essayer, voir. Je vais le mettre ici. Ouais, c'est exactement ça que je pense que si tu fais CTRL-D, ça revient à la même affaire, dans le fond. Fait que si je bouge ça ici, voilà, ouais, exact, c'est la même chose. Fait que voilà, fait que donc c'est des façons simples de faire des modifications de vos différents prefabs. Donc les prefabs, c'est très important, surtout pour quand on veut scripter. Mais de façon générale, quand vous allez travailler, vous allez sacrer vos objets direct dans votre scène, puis vous allez créer votre scène avec vos kiosques puis tout directement. Vous allez appliquer vos matériaux, les texturer, éclairer, tout ça. Et après, au niveau du code, on va aller rajouter des choses aux besoins. Pour tout ce qu'on a besoin d'instancier en temps réel, on va créer des prefabs. Il y aura peut-être d'autres utilités aussi pour le faire. Donc, vous voyez que mon prefab, évidemment, il y a des trucs dedans et c'est la même chose. Tout ce qui est dedans ici, le Mesh Render, Box Collider, Default Material, tout ça font partie maintenant du prefab. Donc, si je modifie des trucs là-dedans, ça le modifie pour toutes les prefabs. Okay? C'est vraiment une référence. Fait que ça, c'est important à comprendre parce que si je vois, exemple, changer des choses dans les paramètres ici, mettons que je mettrais un autre material. Je vais prendre lui, je vais le mettre vert juste pour qu'on voit. Okay? Et donc, si je vais dans Torpedo ici, et que je vais changer la couleur du moteur, et que je mets mon nouveau matériel ici, ah, non, il l'applique juste à celle-là. Ah, ben là, je suis un peu surpris. Attends une seconde. Ah. Oui, exactement. C'est exactement ça. Merci, c'est vrai. Puis c'est à cette instance-là que je l'ai appliqué, tandis que si j'ouvre ma torpedo ici, merci, c'est bien ça. Et là, je vais là-dedans et que je le fais là. En effet, merci, c'est vrai, c'est exactement ça. Là, ça va l'appliquer à tout. Mais tu vois, c'est bon. Merci Vincent. Fait que voilà. Fait que oui, exactement. Fait que donc, si j'applique, c'est ça, il faut se souvenir. Il faut se souvenir que si vous appliquez des modifications ici, c'est à l'instance que vous l'appliquez et non pas à la source. Donc, il faut mieux toujours aller, encore une fois, faire Open Prefab si on veut modifier tous les prefabs. Fait que ça prend du temps à s'habituer au workflow, mais ça finit par rentrer. Vous voyez, même moi, je fais des erreurs. Ça revient rapidement. Donc voilà. Donc ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à vous montrer dans un premier temps? Bien là, vous êtes en mesure, avec ce que je vous ai montré, vous êtes en mesure d'importer vos assets, vous êtes en mesure de créer vos matériaux, vous êtes en mesure de les appliquer sur vos objets, vous êtes en mesure de les changer, vous êtes capable d'ajouter des composantes, des rigid body, au besoin. Donc on commence déjà à être pas pire. Il va rester quoi? Bien, il va rester le scripting, on va regarder ça un petit peu plus tard. Donc, le scripting, comment ça marche? Généralement, ce qu'on va faire, on va venir dans notre dossier script et on va faire create et on va faire un C# script. D'ailleurs, tout est là en passant. Vous pouvez ajouter des shaders, il y a plein d'affaires, audio mixer, comme j'aime, lens flare, tout est là. Mais en général, on va faire un C# script. Et là, il va l'ajouter en bas et on va le nommer. Et faites attention quand vous nommez vos scripts. C'est assez important parce que ça va être dans la classe du script quand vous allez. Je vais vous l'ouvrir après, vous allez voir. Mais ça va être dans la classe de script. Fait que faites attention d'essayer de trouver le bon nom en partant. Fait que mettons, je dirais Rocket. Torpedo Generator. OK. Donc, si je double-clique, j'ai Visual. OK. Là, attendez, j'ai cliqué à côté. Bon, c'est pas grave. Donc, en général, on peut utiliser ce qu'on veut, mais bon, Visual Studio fonctionne quand même assez bien pour ça. Et là, vous allez me pardonner parce que ça fait un petit bout que je n'ai pas fait Unity Scripting, ça va faire 1 an, fait que je suis un petit peu rouillé, fait que ça se peut qu'il y ait des affaires qui ne me reviennent pas. Mais ce qui est merveilleux, encore une fois, de Unity, c'est que la librairie l'aide et sérieusement, vous allez voir, je vais vous donner un exemple, deux choses qui sont assurées. Fait que maintenant, j'écris Unity Generate, Instantiate Prefab Rocket, OK? Donc, vous allez voir que souvent, si vous cliquez, hop, là, ça c'est mon, cliquez, vous voyez, Instantiate Prefab and Runtime, Common Scenarios, Building a Wall. Donc, vous allez souvent trouver des références assez complètes avec plein de bouts de snippets de code. Faites juste attention de les avoir en C#. Sinon, il y a plein de gens qui documentent, fait que c'est vraiment facile à trouver.
Souvent, encore là, vous allez trouver, bon, regarde, il y a un tutoriel qui te l'apprend, si ce n'est pas carrément quelqu'un qui te donne le code pour le faire. Évidemment, il y a une bonne affaire aussi, c'est API.unity, bon, je l'avais, .com, ah, forbidden, bon, attends une minute, API Unity, vas-tu me le donner? Bon, scripting, ah, c'est rendu dans le docs, ok, donc scripting reference, donc ça, c'est un lien que je vous recommande de mettre dans vos trucs parce que vous allez souvent. Donc, il y a Unity Engine, Unity Editor, Unity et Other. Donc, à la base, on utilise Unity Engine. Donc, la librairie de scripting se situe dans Unity Engine. OK? Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec la programmation, mais vous devez sourcer les librairies quand vous travaillez. Mais déjà, par défaut, quand vous allez créer un script dans Unity, il devrait vous le mettre au début. Regarde, il vous le met. Vous voyez ici, ça c'est ce qu'il y a comme code. Using System Collection, using System.collection.generic, using Unity Engine. Donc ça veut dire qu'il inclut déjà ces trois librairies-là. Donc si je vois sur Unity API, tout ce qu'il y a dans Unity Engine ici est déjà inclus. Unity Editor, ça c'est autre chose. Ça c'est par rapport aux fonctionnalités du editor lui-même parce que tu peux aussi scripter des trucs pour ton editor, mais là, moi, ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Moi, je suis vraiment dans le jeu lui-même. Donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes de trucs ici. Ça vous dit peut-être rien, mais le mieux, c'est de faire une recherche ici. Fait que, mettons, je voudrais voir instantiate, qu'est-ce que ça va me donner. Et on va voir qu'est-ce qu'il va me dire. Bon, object.instantiate, je l'ouvre. Object, instantiate, c'est public static object, instantiate object original. Tu peux ajouter des transforms. Donc, ça, c'est la façon si on veut, d'utiliser cette fonction-là. Donc, cette fonction-là qui est sous object.instantiate. Donc, ça clone un original et return un clone. Et donc, vous voyez ça un exemple. Il y a même un exemple. Et c'est ce que j'aime. Donc, si vous voulez instancier 10 copies, un prefab à 2 units apart each other, vous pouvez carrément, il y a un exemple ici, puis l'utiliser, puis ça va fonctionner. Je ne sais pas pourquoi mon Visual Studio prend 50 minutes à ouvrir, mais c'est palpitant. Je vais revenir plus tard sur le scripting, en fait, je pense, parce que là, on avait un autre meeting pour le design. Mais l'important que je voulais vous montrer, ça me fait vraiment chier que ça ouvre pas. Attendez une minute. Ouais, sans sac, je vais l'ouvrir avec Notepad pour le moment. Ce que je veux vous montrer, c'est ça. Donc, vous avez ici vos collections, donc using toutes les librairies, dans le fond, qu'ils utilisent. Et si vous connaissez un peu la programmation, c'est normal. En gros, c'est pas magique. Quand vous faites un build, quand vous compilez, ben, si vous utilisez des fonctions, si j'écris, mettons, ici une fonction, ben, justement, il y en a une comme void start, ben, c'est pas magique, là. Il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il va utiliser. Et donc, il y a une partie des choses que vous allez utiliser, comme exemple public class, ça va appartenir au C#. Mais si j'écris ce que j'avais tantôt, si je vais chercher, exemple, cette fonction-là qui s'appelle instantiate, qui vient, dans le fond, de Unity, bien, ça appartient à la librairie de Unity Engine. C'est pas quelque chose qui est dans C#, c'est vraiment spécifique à Unity. Donc, si tu vas pour coder quelque chose, une fonction, tu écris instantiate, ben, si j'ai pas ça ici, si j'ai pas Unity Engine, ben, il va dire error, I don't know what instantiate means, j'ai pas ça dans ma librairie de C#. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser la librairie. Et des fois, il faut en ajouter. Comme pour le si vous faisiez des choses de UI, vous allez devoir, je pense, ajouter UI. C'est Unity Engine, en tout cas, il faut vérifier, là. C'est loin dans ma mémoire par cœur. .UI, je pense. Mais bref, il y a des trucs qu'il faut inclure des fois, dépendamment de ce qu'on veut faire. Donc, les choses à se rappeler, c'est que vous avez quelques petits trucs de base. Donc, quand on travaille en C#, on crée une classe qui va porter le nom du fichier. Vous voyez, torpedogenerator.cs, il se retrouve ici. D'où, si vous changez le nom, vous devriez changer le nom de votre classe ici. Ensuite de ça, vous avez une section Start et une version Update. Donc, Start, c'est ce qui va exécuter quand vous allez faire Play. Okay, quand vous faites Play, bang, ce qui est dans votre script, Start va se faire. Et ce qui est Update, ça va se faire à chaque call, à chaque frame. Donc, à chaque frame qu'on refresh, il va le faire ce qui est là-dedans. Et évidemment, ben, vous pouvez aussi aller vous ajouter vos propres
vos propres classes. Donc, vous savez, public, void, et mettons, j'appellerais ça Google. Et je pourrais passer des variables et blablabla. Et ensuite de ça, j'irai ajouter mes petits trucs ici. Puis je mettrai en... Oh, ben là, là, je suis dans Notepad, puis ça paraît. Puis j'irai mettre ben, là-dedans, qu'est-ce que je veux faire là-dedans. Donc, if, blablabla, puis bon. OK? Donc, en général, ça, j'ai créé ma propre fonction que je pourrais aller dire dans le start, ben vas-y, colle-moi là, puis là, je pourrais passer des paramètres dedans et dire. Et donc là, ce qu'il va faire, s'il voit ça, il va aller chercher ma fonction qui est en bas, gogo, et il va passer les variables. Fait que là, donc, en principe, j'aurai ici des variables, mettons, tout, puis tutu. OK? Et donc là, il va passer le 0 dans tout, puis il va passer le 1 dans tutu, et après ça, je pourrais dire if tout plus grand que 3, ben tu sais, whatever, il se passe autre chose. OK? Mais ça, de toute façon, c'est pas tous vous autres qui allez faire du scripting. L'affaire qui est importante que je veux souligner face à ça, c'est que ce qui est vraiment cool de Unity, c'est que je vais juste enlever ça, puis je vais ici faire une déclaration de variable. Merde, là, je vais me mélanger entre JScript puis C#. Attends, C#, c'est... Attends une minute. Exact. Voilà. Donc, tu vas public. Et puis là, je ferai game object. Et là, donc ça, c'est le public, c'est pour dire si je veux qu'elle soit accessible. Et ça, c'est si vous mettez public ou private. Si elle est private, elle va juste être accessible à l'intérieur du script. Si vous faites public, vous allez pouvoir la modifier de l'extérieur. Ça veut dire dans Unity, dans l'appli ailleurs. Donc là, GameObject, c'est quelque chose qui est particulier à Unity. C'est dans le fond un objet dans la scène. Et là, je vais lui donner un nom. Mettons, je vais l'appeler... ouais, justement. Torpedo. OK. Torpedo. Et donc, je crois que c'est suffisant. Je vais faire save. Mais là, vous voyez, je fais save. Je vais retourner dans Unity. Il va le compiler automatiquement. Si j'ai un problème, il va l'updater ici. Puis là, dans la console, il va me dire quelque chose ne marche pas. Et là, ça marche. Et là, est-ce que mon. Bon. Il est finalement ouvert. Une demi-heure après. Là. Bref, il est là. Donc, Public Game Torpedo. Et là, c'est ça que je veux vous montrer. Checkez bien ça, comment c'est cool. Il y a plusieurs fonctions de faire avec les scripts. OK? Généralement, il y a toutes sortes de méthodologies. Il y en a qui vont le mettre sur le même caméra, mais moi, je vous recommande toujours de faire un empty, puis vous allez l'appeler Game Manager. OK? Ou whatever, Game Manager ou Manager. Là. Game Manager. Donc, un empty, juste pour que vous sachiez, c'est un objet qui n'a rien d'autre qu'un nom et une transform. C'est sûr, je pourrais ajouter plein de components. Là. Je pourrais créer autre chose avec ça. D'ailleurs, tiens, je vais vous donner un exemple. Je pourrais faire un empty, l'appeler cube, ajouter ici mesh, et je pourrais faire mesh renderer, et je pourrais add component et ajouter un mesh filter, je pense, c'est mesh filter comme ça ici, et je pourrais aller sacrer dedans un cube, et voilà, j'ai créé à partir d'un game object un cube, et je pourrais aller sacrer un matériel dessus. Et voilà. Donc, vous voyez, je viens de vous montrer que je peux partir d'un empty pour me créer un cube. Tout simplement en ajoutant des components. C'est comme ça qu'Unity fonctionne. Donc, des contenants, ouais. Exact. 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 On s'en sert comme container, exactement, les empty. Vous pouvez aussi vous en servir en animation. Si vous avez déjà fait de l'animation, vous pouvez vous en servir aussi comme offset. Moi, je fais ça tout le temps. Fait que vous voyez ici, j'ai un objet là. Et mettons que je vais le tasser. OK? Attends, je vais enlever le reste, là, si on s'en fout, là. On a compris. Bon, j'ai mon game object qui est là. Et mettons, je voudrais créer un genre de système de bond simpliste. Je pourrais aller créer, mettons, un cube que je vais scaler, comme ça. Je vais le remonter un peu comme ça et je vais le mettre en dessous de mon game object qui est là. Et je vais créer un autre game object empty que je vais aller mettre ici. Je vais prendre mon cube, je vais faire un CTRL D dessus, je vais le sacrer dans l'autre.
et je vais le déplacer comme ça ici. Et là, vous allez voir que ce qui va arriver, c'est que ce GameObject-là, je vais le mettre en dessous de mon autre GameObject. Et donc, si je déplace mon premier GameObject tout de suite, et si je pivote mon deuxième, ben, j'ai fait comme un bras robotisé. OK? Donc, vous utilisez des GameObjects, c'est vraiment nice pour l'animation aussi, parce que vous créez dans le fond des offsets pour vos rotations et vous n'avez même pas besoin de déplacer les nuls, les pivots, vous n'avez pas besoin de jouer avec rien. Tu fais juste toute ta structure avec des GameObjects, puis après ça, tu parentes comme il faut et tu peux créer des setups d'animation super rapidement. Donc, ça sert autant de contenants, ça sert autant de parenting system, ça sert pour faire des rigs. C'est vraiment très pratique. Et généralement, on crée quoi? On crée un premier empty et on l'appelle Game Manager. Et généralement, tout ce qui a rapport à vos scripts centraux, donc tout ce qui a rapport à, exemple, je veux que mon jeu, quand ça parte, ça load telle affaire. Je veux que ça save des données en background. Bien, vous allez tout foutre ça dans votre Game Manager. Donc, le Game Manager devient celui sur lequel on va ajouter tous nos scripts de base. OK? Donc, je vais donner un exemple. Je sac mon Torpedo Generator ici. OK? Et là, maintenant, je pourrais aussi avoir d'autres fonctions là-dedans aussi. Ça pourrait être genre celui qui un spawn point qui crée les spawn points au début. Bref, tu utilises ton Game Manager. Ce qui est... Sinon, mettons, je voudrais que ma torpille, quand il arrive quelque chose, particulièrement la torpille, quand elle collide, elle explose. Mais là, il faudrait que j'aille dans ma torpille. Puis là, mettons, je veux me servir du type comme détecteur d'explosion, bien là, je me ferai un script que j'appellerais, mettons, Detect Explosion. Et je viendrai le sacrer sur mon type, ici, dedans. Et là, ça va être local à cet objet-là. OK? Donc, ça peut être utile. Comme je n'avancerai pas trop dans la programmation, mais cette approche-là est vraiment utile parce que présentement, vu qu'il est local à cet objet-là, si je call des fonctions en fonction, je call des méthodes ou des fonctions qui appellent un paramètre, ben il va appeler le paramètre de cet objet-là. Je n'aurai pas besoin de dire trouve l'objet dans la scène qui s'appelle type, puis ici, si tu trouves cet objet type-là puis qui fait telle affaire, 5 minutes. 5 minutes. C'est bon. Donc, je n'aurai pas besoin de dire, tu sais, trouve l'objet dans la scène parce que je l'ai mis là. Donc, vu qu'il est directement dessus, je vais pouvoir caler dans mon script, dire if collision, then explode. Tu sais, je n'aurai pas besoin de dire get torpedo tip in scene, pass torpedo tip in variable object, game object, then if game object. Tu sais, c'est comme beaucoup plus simple. Là. Je le vulgarise énormément, là, mais c'est ça. Donc, en gros, la dernière chose que je voulais montrer, c'est super important. OK? On va retourner dans mon script ici que j'avais appelé Torpedo Generator. Et je vais aller chercher l'exemple ici qu'ils ont fait eux autres. OK? Donc, Public Transform Prefab. Et je vais aller sacrer ça ici dans mon truc. OK? Donc, vous voyez maintenant, j'ai Public Transform Prefab. Eux autres, ils ont fait un Transform. C'est une vieille méthodologie, mais ça marche aussi. Je pense que j'aurais pu appeler ça Game Object. Mais en gros, c'est qu'au lieu de mettre Game Object, ils vont chercher, si vous regardez si je peux sur le cube, ils vont chercher ça directement. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que je vais pouvoir juste passer un objet qui a le paramètre Transform dedans. Donc si mon objet n'a pas de Transform, je ne pourrai pas le plugger dans ma variable ici. OK? Mais vu que dans Unity, tous les objets ont Transform, ben, je vais pouvoir plugger n'importe quel Game Object. Mais maintenant, il recommande à la place d'utiliser Game Object. Par contre, la différence, c'est que si j'utilise Transform, c'est que quand je vais utiliser Prefab, je n'aurai pas besoin de spécifier que je veux, mettons, je veux modifier la position. Je n'aurai pas besoin de spécifier que c'est Transform de ce Game Object-là que je veux changer. OK? Fait que dans le fond, sinon, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que, mettons, je veux faire une opération qui aurait rapport au transform. Si j'ai marqué Game Object ici, ben quand je vais aller chercher mon prefab, si je veux faire un transform, il faudrait que j'écrive prefab.transform. Transform. Et là, après, je peux faire position, etc. Mais si j'ai déjà mis ici transform, dans le fond,
ben, je vais pouvoir juste marquer prefab position à la place, exemple. OK? Fait que c'est juste des petites différences, mais c'est dans le fond, ce qu'on dit en déterminant la variable, c'est qu'on peut venir brancher quelque chose dedans cette variable-là du type transform. Donc, il faut que l'objet dans notre scène ait ce paramètre-là. Bon. Fait que donc là, je dis public transform prefab, puis au départ, je dis créer une variable i, puis augmente-la, puis tant qu'on n'est pas rendu à 10, tant que c'est plus petit de 10, fait l'opération instantiate, qui est une fonction que je vous ai montrée dans le scripting API. Et on dit quoi? Bon, là, quand vous regardez, ils disent entre parenthèses qu'est-ce qu'il faut mettre. Okay? Donc, instantiate, object, vector, rotation. Okay? On peut faire ça, on peut juste faire, en fait, il y a plein de déclinaisons, là. Et là, on vous dit qu'est-ce que ça veut dire. Donc, original, an existing object that you want to copy. Position, position of the new object. Rotation, orientation, bon, ainsi de suite. Donc, dans le script ici, il dit quoi? Il dit instantiate le prefab. Donc, ça, c'est quoi? C'est le object, l'original. Ensuite de ça, il dit new vector. Et il donne une position de vecteur. Et donc, ce vecteur-là va être quoi? Ça va être ton transform. Là, évidemment, si on veut savoir c'est quoi transform, il faut aller là. Et il va me dire c'est quoi transform. OK? Et encore là, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. C'est qu'il faut s'assurer que quand on fait un transform, exemple ici, ben là, non, là, c'est même pas un transform qu'il veut, c'est une position. Donc, on veut utiliser le mode position. Donc, il nous dit utilise un vecteur 3. Donc, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Des fois, il faut le savoir. Tu sais, il faut checker un peu c'est quoi, mais en gros, il dit fais-moi instantiate, copie dans le fond le prefab et utilise le vecteur 3. Mais ce que je veux que tu plugues, c'est un nouveau vecteur qui n'existait pas déjà, vu que ce n'est pas une variable. J'aurais pu créer ici, exemple, j'aurais pu dire public vector tree. Oui, je mets 3, puis me créer déjà ici ce qui vaut égal, puis là, bon, blablabla, le définir, OK? Puis là, ben, j'aurais pu dire, excusez, j'aurais fallu que je donne un nom, là, mettons, pose rock, là, puis j'aurais pu, là, dire qu'il égale tel truc, puis mettre les variables, les mêmes choses qu'ici, puis dans le fond, j'aurais pu utiliser post rock pour lui dire, ben, mets ça ici à la place de créer un nouveau vecteur. Mais, là, dans ce cas-ci, on va respecter son script. Il fait... Je ne veux pas créer une variable d'avance, je veux juste qu'à chaque fois que tu passes ici, tu me crées un nouveau vecteur qui correspond à i, qui est la variable là sur les x fois 2, y et z. Donc les y et z ne changeront pas, mais le x va changer. Et pour la rotation, il dit on va utiliser un quaternion, mais encore là, on ne veut pas le changer, fait qu'on laisse juste quaternion identity. Donc en gros, il va passer là-dedans, il va faire i égale 0, il va mettre le prefab à i, donc 0 fois 2, donc 0, 0, 0 dans l'espace. Il va recommencer, il va incrémenter i++, il va dire i égale 1. Donc là, il va faire placer à i fois 1 fois 2, donc il va le mettre à 2, 0, 0. Il va le faire jusqu'à temps qu'il s'en a 10. Donc en gros, il va sur les x créer un missile à tuer 2 de position. Okay? Donc ce que je voulais montrer qui est nice, c'est que checkez bien ça aussi. Au lieu de mettre ici un 2.0f. Ben attends, on va essayer ça, voir ce que ça donne pour commencer. Là. Donc, vous allez voir ce que je voulais dire, c'est que quand on le met public, vous voyez ici, il est public, on le voit dans notre inspecteur. Et ça, c'est très cool. Ça aussi, c'est très le fun. Parce que là, je vais aller dans mes prefabs. Donc, je vais sélectionner mon Game Manager, je vais le locker ici, et je vais aller dans mes prefabs, et je vais juste prendre ma torpedo, puis je vais drag and drop dedans. Donc, maintenant, la variable de mon script qui est public devient ça. Donc ça, c'est bien plus fun parce que sinon, il faudrait que tu ailles écrire public transform. Puis là, il faudrait que tu fasses un genre de get component. Puis tu ailles chercher dans ta scène le nom de la patente. Tu veux pas ça, c'est l'enfer, l'enfer, l'enfer. Fait qu'en faisant ça, c'est super simple. Tu te fais une variable, tu la mets publique, puis elle va être dans ton browser, tu le connectes, bingo, c'est fait. Donc voyons voir si ça fonctionne. Si on a des erreurs ou pas. Et voilà. Donc vous voyez qu'il a créé dans ma scène mes 10 ou 9, 10 torpilles. Donc, super simple, vraiment cool. Et là, ce que j'allais ajouter, et là, je vais peut-être me planter, c'est que j'allais dire, OK, ben, je vais faire un public, puis là, je vais mettre une int, et je vais faire que cette int-là, il sera pas long, int égale, public int égale, mettons, 10. Puis ici, ce que je vais faire, c'est que for int égale 1, 2 égale... Ah oui, merci. J'oublie tout le temps.
Max. On va l'appeler Max. Ouais. Ouais, ben dis je vais refaire un overview avec vous autres, puis on repassera avec plus de main. Ouais, voilà. J'enverrai le message. Donc, c'est bon. Là, tu vois, c'est ça. Là, donc, si tu mets inks. Attends, là, je suis correct, là, ou je me rappelle plus si c'est ça que je la passe dans le bon ordre, là. Public int maxp égale 10. Je pense que oui. Puis si je mets donc maxp ici. Donc là, on va voir. Ben, si je fais une erreur, il va me le dire dans la console ici. Non. OK. Fait que donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ben, rajoute-moi une integer qui s'appelle maxp. Donc, j'aurais pu l'appeler maxt pour max torpedo. Là. Tiens, max torpedo. Essayez de nommer vos affaires proprement. Là. Des totos puis des lolos, c'est un peu niaiseux. Donc, max torpedo. Et là, vous allez voir maintenant, j'ai un maxp ici. Et donc, si je fais play, il est à 10, je devrais avoir 10 torpilles dans ma scène. Et si je fais stop et que je fais 20 et que je fais play, je devrais en avoir 20. Voilà. Donc, c'est très, très, très cool. Quand tu as deux écrans, généralement, mon scene, je le mets sur un autre écran. Là. Mais là, on va le laisser ici. Là. Donc, très facile, comme je vous dis. Et ça, c'est dans le, évidemment, Start. Si je le mets dans l'update, ça va être fou braque. Là. Ça n'arrêtera plus de générer des requêtes parce qu'il va le refaire à chaque fois que tu refresh ton frame. Donc, quand on dit update, c'est quand je fais play ici, là, ben en gros, tu sais, il refresh constamment. Donc, à chaque fois qu'il y a un refresh, il exécuterait l'update. Donc voilà, j'ai pas mal fait le tour des choses que je voulais vous montrer. La partie scripting, c'est sûr que c'est un peu plus tough. Vincent, c'est plus toi qui va s'en occuper au début. Puis, tu sais, je vois que tu te sens déjà bien à l'aise. Du côté de Yann et de Philippe, ben là, c'est de commencer à vous habituer à importer vos modèles, puis les texturer, puis éclairer aussi. Éclairage, je pense pas que j'ai besoin d'en parler bien tout de suite. T'sais. Pour l'instant, c'est similaire à tous les autres logiciels, Directional Light, Point Light, Spotlight, Area Light. La seule chose qu'il faut se souvenir, c'est que dans la Main Camera, si vous cliquez Main Camera, et que vous ça fait toujours, je fais toujours l'erreur. Si vous allez dans votre Main Camera, vous avez ici un Skybox, ok? Vous pouvez utiliser un Solid Color, mais comme on l'a regardé hier, la joke, puis ça c'est un petit peu plus, il faut le savoir, c'est que si vous voulez aller modifier vos affaires de Skybox, il faut que vous ayez dans vos Lighting Options qui se trouvent dans Rendering, et vous allez dans Windows Rendering et vous faites Lighting. Et là, il va y avoir un panneau qui ouvre Hold On. Voilà. Et donc, moi, généralement, je mets ce panneau-là ici à côté de mon inspecteur. Et il y a toutes les histoires de Global Illumination, Bake Global Illumination, Light Map Settings. Il y a bien des trucs ici qui se trouvent. L'environnement, vous avez en plus des petits boutons en haut, là. Fait que l'environnement, vous voyez, Skybox, il est là. Fait que c'est ici qu'on vient le changer. OK? Donc, c'est un peu loin à chercher, là, mais pinez votre window de lighting ici à côté de votre inspecteur. L'autre aussi qui est bon à voir, c'est Project. Non, c'est pas ça. Excusez, je me mélange. Project qui est déjà là. C'est. Bon, je vais aller le chercher où je vais le chercher d'habitude. Project Settings. Toujours bon à voir ici aussi. Et le dernier, vous avez votre Build Settings. Donc, vous allez dans Player Settings ici. Bon, c'est dans Project Settings aussi, fait que c'est bon. Donc, ça aussi, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de stuff là-dedans. Mais c'est comme exemple, tous les Project Settings, c'est exemple le company name, le product name, la version, l'icône pour le startup. Vous avez vos différentes plateformes de distribution, les icônes, la résolution, le splash image. Splash image qui est comme super important aussi pour quand tu veux que le logiciel parte au lieu que ça écrive Unity. Là. Donc ça a tout rapport au Project Settings, ça a tout rapport pour quand on va aller faire le build. Donc je termine en disant quoi? Ben encore là, pour les builds, vous avez juste besoin de faire play pour tester, mais si vous voulez sortir, il faut aller dans Build Settings. Et vous voyez ici, ça ouvre cette fenêtre-là, et vous avez toutes ces possibilités-là. Donc moi j'irai en WebGL, et donc vous sélectionnez ça, et vous faites Switch Platform, et ça va vous convertir votre scène en WebGL. Donc je vous recommande de faire ça au début pour vous assurer que vous travaillez bien sur la bonne plateforme.
C'est bon? Y a-t-il des questions, des choses que j'ai pas regardées ou... Il y a deux façons de le faire. Moi, j'ai été habitué avec Perforce. J'aimais beaucoup Perforce, mais là, tout le monde utilise Git. Tu connais... Ben, c'est ça. La joke, c'est que la joke, c'est que les développeurs, les gens qui travaillent sur le code, sont habitués souvent avec Git. Mais pour les artistes, Perforce, c'est comme, en tout cas, moi je trouve ça coche. C'est tout directement dans ton browser, ton Explorer. Fait que tu arrives ici, tu fais bouton de droite, tu fais checkout direct. C'est simple là. Non, c'est pas aussi fluide, puis je connais pas beaucoup. Justement, moi j'ai tout le temps travaillé avec Perforce, je connais pas beaucoup où j'ai utilisé SourceTree. Fait que je connais absolument pas GitHub, mais c'est tout pareil au même, là, mais fait que là, généralement, là, ce qu'il faudrait faire, ben là, ce que vous faites présentement, c'est quoi? Vous utilisez GitHub, vous copiez une version localement, puis là, vous faites quoi? Vous faites des check-in, check-out manuellement ou? Ok, fait que vous utilisez SourceTree comme front-end par rapport à GitHub. Ah, ok. Euh, ouais, ben écoute, là ça devient tough. Encore là, si moi j'ai mon mot à dire, j'irais pour Perforce, mais là c'est parce qu'il faudrait tout setuper ça. Je vais en parler à Max, on va voir. Euh, ok, ouais. Je vais voir au niveau de licence, ça coûte peut-être quelque chose. Je vais voir avec eux autres, je vais mettre une note dans sa note, tiens. C'est sûr qu'à la longue, on va voir, mais moi j'aimerais centraliser beaucoup. Là, je trouve ça aussi gossant. Là, j'ai Asana à une place, je sais pas trop quoi ailleurs. J'utilise, attends, c'est quoi Slack, on utilise Hangouts, on utilise Gmail, on utilise. Écoute, j'ai trop d'affaires. Là. Euh, J'aimerais bien centraliser tout ça. Là. Mais là, c'est parce qu'on travaille avec une compagnie externe. Fait qu'eux autres, on un peu utiliser ce qu'eux utilisent. Mais pour l'instant, donc là pour l'instant, ça se fait de juste, dans le fond, vous utilisez Git, vous, vous pullez toute l'information localement, vous faites des modifications, puis à la fin de la journée, vous faites un push, c'est ça? Ou, ok. Puis toi, dans le fond, ce que tu aimerais, c'est être capable de dire tout en même temps, si je veux, je peux faire comme, au lieu de continuellement faire des push à la fin de la journée, ça serait de juste dire almost real time. Si tu changes quelque chose, ça update sur l'ordi de l'autre, c'est ça? C'est non, mais sauf que ce que tu parles là, en général, c'est fait autrement. Il y a plusieurs méthodes pour utiliser à faire ça. Moi ce que j'aimais aussi faire, honnêtement, là, puis c'est pour ça que Perforce est nice pour ça aussi, parce qu'il te sync, tu peux dire real-time syncing, mais je sais que Unity, si tu payes, il y a un collaborative tool, je ne l'ai jamais essayé, qui fait ça aussi, je pense. Vas-y, Vincent. Ouais.
Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, la méthodologie que j'utilisais avec ma compagnie, puis c'est un peu fuck, là, mais ça marche bien. C'est Perforce combiné avec un remote. Attends, là, le terme ne me vient pas, là, Map Network Drive. Donc, ce que tu fais, c'est que tu as un serveur avec ton drive qui est, mettons, n'importe où, là, dans le centre de ta compagnie ou Internet. Puis tu maps localement sur ton ordi, exemple, Z 2 points. Tout le monde a Z 2 points. Puis tu maps ce dossier de travail-là. Fait que tout le monde se retrouve avec le même path, exactement. Tout le monde se trouve que Z 2 points slash Unity Project, whatever, c'est le même chemin sur tous les ordis. OK? Et donc, quand ton ordi pense que c'est local, ben c'est comme un peu aussi des virtual disks. Donc, tout le monde pense qu'il travaille, l'ordi pense qu'il travaille localement, mais dans le fond, tu travailles tout sur le même hard drive. Et là, tu te sers de Perforce pour faire tes check-in, check-out de fichiers pour être sûr qu'il n'y a pas de fuck, puis que tu overwrite pas des affaires puis tu les perds. Mais en gros, tout le monde travaille tout le temps sur le serveur directement. Donc, tu ne travailles pas localement. Le désavantage de travailler localement, c'est ça, c'est qu'il faut tout le temps que tu fasses des pulls, puis des push, puis des pulls, parce que faut que tu mettes à jour ta version qui est locale. Je ne sais pas si vous comprenez la différence, là. Fait que je vais regarder ça, je vais investiguer, parce que c'est sûr que l'autre méthode, comme je dis, mettons, attends, on va le faire avec Paint, ça va être plus clair. Fait que comme je dis, là, comment vous fonctionnez présentement, c'est que il y a un repository qui est dans le fond serveur central, mettons, le rep qui est ici. Puis là, vous autres, vous avez toutes vos stations. Là. Station A, station B, station C. Et là, dans le fond, vous allez chercher les données et vous allez les reporter à un moment donné. OK? Donc, vous allez chercher, vous allez reporter. Fait que vous faites ça toute la journée. Fait que toi, il y a une version A du projet, une version B du projet, puis une version C. Et à chaque fois qu'on soumet, ben le problème avec ça, c'est que si toi, tu as changé la même affaire dans le projet que lui ou elle, ben là, il va avoir un conflit ici. Parce que là, sur mon repository, il va dire, ben, j'ai le même fichier qui est 2 fois là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On garde la version C ou on garde la version A? OK? Donc ça, c'est chiant. Deuxième affaire, c'est que tant que lui travaille sur ça, ben mettons, je travaille sur autre chose, puis toi, tu l'as ici sur ton ordi, ben même tant que je le push pas, ben toi, tu l'auras pas. Fait que tu vas travailler avec la version précédente. L'autre façon de faire, c'est que tu travailles avec ton serveur, et au lieu de copier sur chaque ordi, ce que tu fais, c'est que tu vas dire, ouais, ben, le répertoire ici, là, viens me l'installer comme si c'était là. Viens me le mettre en illusion que c'est local. Crée-moi une partition Z, puis cette partition Z-là, dans le fond, tu es directement link. Donc, tu as un link permanent. OK, j'essaie de dessiner une chaîne, là, mais ça ne dessine pas super bien. Là. En tout cas, un link, tiens. Fait que quand tu écris un fichier ici, quand tu écris sur ce fichier-là, dans le fond, tu l'écris réellement ici. OK, donc, s'il y a une autre personne qui écrit aussi autre chose, il n'écrit pas localement, dans le fond, il l'écrit ici aussi. Le danger de ça, c'est que si, quelqu'un ici fait un changement à un script, OK, ben dans le fond, il ne le fait pas ici, il le fait là. Fait que dans le fond, il le fait partout. Fait que si ça bug son script, ben vous allez bugger vous autres avec. Vous comprenez la différence? Sauf que là, ce que tu fais, c'est que tu te mets une affaire comme Perforce. Puis là, tu dis à Perforce, tu dis, OK, attends, mais rajoute-moi juste quand même une étape de commit. Puis dans le fond, dans Perforce, ce que tu fais, c'est que tu dis des check-in, check-out. Fait que quand tu dis check-out, les autres, ça ne l'updatera pas. Les autres vont dire non, ça c'est barré, un petit cadenas. Ça, tu peux pas toucher avec à ça parce que lui, il travaille dessus. Puis quand tu vas le checker in, ben là, il va l'updater. Fait que bref, je vais regarder, parce que oui, je comprends, moi aussi, ça me gosse parce que les devs, ça leur dérange pas trop, parce que c'est du code, puis il faut que tu build. Fait que tu sais, c'est comme, tu t'en fous, tu changes ton code, il va falloir qu'on build toute la patente anyways. Fait que tu leur soumets à la fin de la journée, puis là, le build se part à la fin de la journée, puis le lendemain, tu arrives, tu fais, ah, il y a des problèmes là, 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 là. Mais nous, on travaille beaucoup plus real time, on a besoin de voir ce qui se passe. Fait que c'est vraiment gossant de continuellement avoir à faire des pulls, des push, puis tout ça, là. Surtout avec Unity, ça va ralentir. Mais je vais investiguer, voir qu'est-ce qu'on peut faire.
puis je vais vous revenir là-dessus parce que j'ai pas de solution. Mais pour l'instant, on va utiliser ce que vous avez là. On va utiliser Git, puis vous ferez comme un projet central, puis chacun le download localement. Puis au pire, c'est pas trop grave parce qu'en effet, après, une façon de travailler, c'est tout de merger anyways. Unity est quand même pas si pire pour ça. Tu sais, comme tu disais tantôt, tu fais juste comme si on copie, mettons, là, vos 3 projets dans un même folder, ben, tu sais, les files vont s'overrider. Mais là, encore là, tu sais, je pourrais prendre juste ton folder material, puis le copier, ou prendre juste son folder script, ou des affaires dans même, puis on pourrait y arriver. Mais bon, ça va être du niaisage, mais je vais essayer de trouver une solution le plus rapidement possible. Mais de toute façon, comme je vous dis jusqu'à vendredi, le but, c'est de vous familiariser pour moi. Là. Fait que moi, c'est que là, vous fassiez un peu, tu sais, des tests, pour être à l'aise avec Unity. C'est bon? I'm back. Non, je suis pas back, non. No camera. Ah! Non. Yeah! Not working. Anyway, c'est pas plus grave qu'il faut. Là, j'allais dire, on peut-tu prendre un break? Oui, on va prendre un break. Je vais arrêter d'enregistrer. Il n'y a pas de questions additionnelles, ça va?